sera le cas pour son fils Henri, donc le futur Henri VI. Alors justement, ce qui se passe, c'est que le fils de Charles VI, Charles VII, est littéralement déshérité. On le retrouve à la tête d'une toute petite portion de territoire. On l'appelle le prétendu dauphin ou le prétendu roi de France. La France est divisée. Jamais, d'ailleurs, je crois, elle s'est trouvée dans cette situation, dans une situation pire depuis le début de la guerre de Cent Ans. Il y a une France anglaise avec la Normandie, la Guyenne, Paris. Il y a celle du duc de Bourgogne aussi, l'allié des Anglais, qui, en dehors de la Bourgogne, règne sur la Champagne et la Picardie. Puis celle du dauphin, le prétendu dauphin, en tout cas Charles VII, qui se retrouve dans le sud de la France avec Bourges comme capitale, menacé par les Anglais qui font le siège d'Orléans en 1429, tandis que venue de l'Est, une paysanne de 16 ans arrivait à Chinon pour demander une armée à Charles VII qui, selon la légende, se trouvait caché au milieu de ses courtisans. Regarde comme je suis vêtu. Pourquoi serais-je celui que tu appelles gentil dauphin? Je sais que c'est toi, le vrai héritier de France, et fils de roi. Que veux-tu? Qu'attends-tu de moi? Je suis venu et suis envoyé de par Dieu pour porter secours à vous et au royaume. Comment t'appelles-tu? J'ai nom Jeanne la Pucelle, et vous mande le roi des cieux par moi que vous serez sacré et couronné à Reims. Et vous serez lieutenant du roi des cieux, qui est roi de France. Gentil dauphin, donnez-moi des gens pour que je fasse lever le siège d'Orléans et que je vous conduise à Reims. Et c'était la rencontre entre Charles VII et Jeanne d'Arc, une légende ou une réalité? Parce que il semble que vous accordiez pas autant d'importance que les historiens l'ont fait pendant des siècles au rôle de Jeanne d'Arc pendant cette guerre de 100 ans, Boris Bove. Alors, l'importance que l'historien donne à Jeanne d'Arc date surtout du 19e siècle, en fait. Là encore, hein, c'est comme le nom de Moyen-Âge, c'est comme voilà. le nom de guerre de 100 ans. Grande époque pour l'histoire, le 19e siècle. Donc, en fait, pour résumer, je voudrais peut-être corriger un tout petit peu ce que vous avez dit. Charles VII n'est pas à la tête d'un petit royaume, il est à la tête de toute la moitié sud du royaume, ce qui est quand même un très gros morceau. On l'appelait le roi de Bourges, pourtant. Ben oui, parce qu'il a déplacé sa capitale à Bourges, mais effectivement, donc ce n'est pas le royaume dans son intégralité, mais la France delphinale ou de Charles VII, elle est potentiellement plus puissante en réalité que la France que tiennent les Anglais. Mais le problème de Charles VII vient de son incapacité politique en réalité à utiliser ce potentiel démographique, économique pour mener la reconquête. Et elle vient du fait qu'il est assimilé au parti Armagnac. En fait, il a fait assassiner Jean sans peur. C'est un roi partisan en quelque sorte. C'est pas un roi qui serait le roi de tous les Français. Ce serait le roi des Armagnacs. Et donc il y a de la propagande bourguignonne qui vise à le faire passer pour un bâtard de Louis d'Orléans et d'Isabeau de Bavière. Et donc, il semblerait que lui-même ait peut-être douté de sa propre légitimité. Donc, c'est un roi un peu inhibé, si vous voulez. Et alors, peut-être le rôle de Jeanne d'Arc, ce serait de lui avoir redonné confiance en le convainquant qu'il était légitime, en le poussant à aller le faire sacrer, ce qui était... du point de vue du droit, pas du tout une nécessité pour être roi, puisque c'est le sang qui fait le roi à cette époque-là et pas le sacre. Mais néanmoins, le convainc de la nécessité du sacre. Et du coup, il en ressort un surcroît de légitimité dans le reste du royaume. Mais cela dit, après Jeanne d'Arc, le rapport de force est le même. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux France, voire trois France, et il est loin de la victoire. Et pourtant, elle est bien à la tête de l'armée française que lui confie Charles VII, et elle a joué un rôle dans la reprise d'Orléans. Oui, alors ses premiers... Orléans, c'était une position stratégique importante. Voilà, c'était le verrou sur la Loire. Le duc de Bedford, qui commandait les Anglais, voulait en finir avec le royaume de Bourges et a traversé la Loire pour l'envahir. Bon. Imaginons qu'il ait réussi à prendre Orléans. Je doute fort que les Anglais aient réussi à conquérir le sud de la France. Encore une fois, on revient au rapport de force démographique. C'est-à-dire que l'Angleterre est un petit pays, n'a pas les moyens démographiques de coloniser kilomètre carré après kilomètre carré la France. Et donc, si elle n'avait pas délivré Orléans, à mon avis, il ne serait pas passé grand-chose de plus que ce qui s'est passé là. Vraiment, le point important, c'était plutôt le sacre. Et ensuite, d'ailleurs, c'est une météore. Et Jeanne d'Arc, puisqu'elle est très vite, elle passe... ça dure 6 mois, son aventure, en fait. Après, elle est faite prisonnière, brûlée. Et Charles VII ne fait pas grand-chose pour la délivrer. En tout cas, d'où l'importance du sacre dont vous venez de parler, qui se déroulait à Reims le 17 juillet 1429. Reims. Vous voulez qu'on traverse la Bourgogne? Qu'on aille provoquer Philippe dans ses terres? Je veux Reims. Jeanne, avant Reims, il faut soumettre Auxerre, Troyes et d'autres villes encore. Jeanne, que réponds-tu? D'abord la couronne.
Quand vous aurez reçu la couronne à Reims, qui parlera encore d'Henri de France et d'Angleterre? Personne. Qui pourra vous nuire sans en même temps offenser Dieu? Personne. Ni régent d'Angleterre, ni duc de Bourgogne. Personne. Et leur puissance diminuera toujours. Et la vôtre grandira toujours. Vivat Rex in aeternum. Charles, allons, lève-toi. Gentil roi, c'est fait. Le plaisir de Dieu est exécuté. Ce qui est étonnant, c'est qu'après ce sacre, Boris Bove, qui a été voulu par Jeanne d'Arc, qui est organisé en quelque sorte par Jeanne d'Arc, eh bien, elle semble abandonnée par le roi de France, par Charles VII, qui la laisse brûler vive par les Anglais. On a l'impression, en revanche, en vous lisant, que c'est lui qui a joué le rôle le plus important dans la fin de la guerre de Cent Ans. Oui, alors Charles VII. Jeanne d'Arc a redonné espoir, si vous voulez, au parti Armagnac ou à ceux qui étaient contre les Anglo-Bourguignons, mais n'a pas techniquement, ou stratégiquement ou militairement donné les moyens de la victoire. Et ensuite, bien que l'espoir soit revenu, parce que cette prophétesse portait la parole de Dieu, et donc dès lors on avait Dieu pour son camp, et la victoire était assurée, mais néanmoins, dans la pratique, il n'y a pas eu de victoire décisive ensuite, et c'est une guerre d'escarmouches, avec des sans-fronts assez confuses, pendant une grosse dizaine d'années, parce que en fait, le roi n'a pas les moyens militaires de la reconquête. Il lui faut tout simplement, encore une fois, l'impôt permanent qui, entre-temps, s'est dissous dans la guerre civile. Et avec cet impôt, une armée permanente. Et enfin, là, avec l'impôt permanent et une armée permanente, il peut mener la reconquête. Ce qu'il fera très rapidement, à partir du moment où il réussit à ses réformes administratives et militaires. Et ça se fait plutôt à la fin de son règne, dans les années 1444 et suivantes, où il mène les deux de front. Et ensuite, il reconquiert très rapidement la Normandie et la Guyenne en quelques années, jusqu'en 1453. C'est lui qui met fin à la guerre de Cent Ans. 1453, bon, on date, c'est ainsi que vous datez la fin de la guerre de Cent Ans, ce qui fait d'ailleurs qu'elle a duré plus de 100 ans, puisqu'elle a commencé en 1340, nous l'avons rappelé hier, et elle se termine en 1453. Cela dit, une guerre qui se termine sans aucun traité. Il faut rappeler quand même, enfin vous le rappelez, Boris Bove, les rois de France, les rois d'Angleterre ont continué à se faire appeler rois de France en même temps, jusqu'en 1801. Voilà, il n'y a pas de traité qui mette fin à la guerre, il y a juste un état de fait qui est qu'il n'y a plus de soldats anglais en Guyenne. Il y en a encore à Calais jusqu'au XVIe siècle. Et en revanche, en théorie, les rois d'Angleterre continuent à revendiquer la couronne de France. Alors, ce qui se passe en Angleterre, la raison pour laquelle ils ne retentent pas une troisième expédition, une troisième phase de la guerre, c'est que eux-mêmes sont aux prises à la guerre civile, avec une guerre civile chez eux à ce moment-là, et donc ils n'ont plus du tout les moyens de lancer des expéditions extérieures. Et entre-temps, Charles VII raffermit, reconstruit l'État en quelque sorte dans le royaume de France, et donc lui, il est assez fort pour résister maintenant à une nouvelle invasion. Et donc le rapport de force fait que les Anglais n'ont plus l'occasion de faire valoir leurs droits. Mais le droit reste valable en théorie jusqu'au XIXe siècle. La guerre se termine au front d'elle-même. Quelle est son importance dans l'histoire de la France que je le rappelle, on retrouve dans l'ensemble de ces livres publiés chez Belin, puisque votre livre 1328, Le temps de la guerre de Cent Ans, fait partie des 13 livres de cette collection magnifique de chez Belin, donc qui est Histoire de France, qui a été dirigée par Joël Cornette. Mais la place justement de la guerre de Cent Ans et ses conséquences pour la suite. Alors, il y a deux conséquences évidentes. C'est la mise en place de l'impôt permanent, comme je vous le disais hier. L'impôt n'existait pas. Il a été mis en place au XIVe siècle. Il disparaît avec la guerre civile, mais il est réinstallé avec les réformes de Charles VII, et ensuite il reste jusqu'à nos jours. Et donc, dès lors que le roi est capable de centraliser les richesses de la nation, ça lui fait un levier politique extraordinaire. Il n'y avait pas d'impôt avant. Non, il n'y avait que des impôts de type foncier, le loyer de la terre, si vous voulez, ou des impôts exceptionnels. Oui, on pouvait lever l'impôt, mais seulement pour la défense du royaume, ou pour la croisade, ou pour la rançon du roi. Donc c'était toujours ponctuel et exceptionnel, et toujours très mal perçu, négocié âprement,
il y a toujours discussion en fait. Alors que là, à partir de là, normalement, il n'y a plus de discussion. Il est normal de payer tous les ans l'impôt. Et ça, c'est un levier. Alors c'est très simple, mais c'est un levier politique extraordinaire, puisque si le roi est capable de drainer les richesses de la nation, c'est la mort politique des principautés à terme. Alors au XVIe siècle, mais enfin là, c'est inscrit dans le cours de l'histoire. Ensuite, si le roi a un impôt permanent, il peut revendiquer le monopole de la violence, c'est-à-dire avoir une armée permanente des forces de police, ce qui n'existait pas auparavant. Et donc là aussi, c'est totalement nouveau dans l'histoire de France, puisque auparavant, le pouvoir et la violence étaient exercés par les princes dans leur domaine. Ils avaient des droits de justice, ils avaient le droit de police. Et donc ça va progressivement disparaître. Donc c'est deux grandes conséquences. On pourrait dire aussi que la guerre de 100 ans a été l'occasion d'un dialogue très intense entre le roi et son peuple pour précisément négocier l'impôt. Et ça donnait lieu aux états généraux, parfois même à des révoltes. Mais enfin, c'est donc un dialogue difficile, mais qui est assez neuf. On voit apparaître une opinion publique à cette occasion-là. Ah oui. On voit, alors peut-être c'est un peu anachronique comme expression, mais néanmoins... Sentiment national aussi. On dit souvent que Jeanne d'Arc, au fond, c'est en cela qu'elle était reprise et parfois instrumentalisée, mais que c'est avec elle l'apparition de la nation française qui n'existait pas avant. Alors, apparition, c'est exagéré, parce que précisément, si on avait choisi Philippe VI en 1328, c'était justement parce qu'on ne voulait pas d'un roi anglais, et donc quelque part, il y avait déjà ce sentiment national. Simplement, on peut dire que la longueur et les difficultés liées à la guerre l'ont fait progresser, l'ont fait mûrir, et c'est au XVe siècle, par exemple, que ça commence à avoir du sens de mourir pour la patrie, ce qui n'avait aucun sens au XIVe siècle, puisque c'était pas du tout une valeur, et là, désormais, mourir pour la patrie, le sacrifice, vous voyez, pour la patrie a du sens, en particulier pour le camp Armagnac, qui a été très éprouvé au XVe siècle. Et donc cette nation, elle est née des souffrances et de la haine des Anglais, en fait, plus que de l'adhésion positive. Ou s'il y a eu adhésion positive, c'était au roi en tant que personne, c'est-à-dire que la nation incarnée dans le roi comme père de la patrie, si vous voulez. Merci Maurice Boff de nous avoir rappelé que la guerre de 100 ans n'était pas seulement une période très sombre marquée par des événements dont nous avons parlé avec vous hier et aujourd'hui, mais qu'elle a beaucoup apporté aussi à l'histoire de France. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, Le temps de la guerre de 100 ans, publié chez Belin, dans la collection Histoire de France, une collection nouvelle dirigée par Joël Cornette et qui comprendra 13 volumes dont 4 ont déjà été publiés. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants: Du Guesclin de Bertrand de Latour en DVD aux éditions Les Classiques Français, Henri V de et avec Kenneth Branagh et Jeanne la Pucelle de Jacques Rivette, édité en DVD chez Citel Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Guillaume Lacroux, documentation Emmanuel Fournier, Frédéric Martin, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac.